Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de parentalité, de couple, de développement personnel sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, on parle de grossesse, un sujet a priori dédié aux femmes, mais pas que. Et pour cela, on reçoit Delphine Murnier. Bonjour. Bonjour Delphine, tu es sage-femme. Tout à fait. Alors explique-nous un petit peu, c'est quoi ton métier? Alors, je suis sage-femme indépendante pour le moment, mais sage-femme depuis 20 ans. Donc, j'accompagne les couples, les familles dans cette arrivée d'un nouveau bébé. Je les accompagne pour la préparation à la naissance, pour l'accouchement et également dans le postpartum. Tu as bien dit couple, Couple, tout à pas fait. que la femme. Non, couple, je dirais même famille. D'accord. Ah oui, les enfants aussi, s'il y en Tout a, à fait. tu les intègres. Toujours avec grand plaisir. D'accord. J'entends dire souvent que c'est le plus beau métier du monde. Tu confirmes? C'est un très beau métier, très intense. Ah oui, ça j'imagine très volontiers. Alors, première question, dans ton métier, à quoi ressemble, c'est quoi un suivi de grossesse normal? Alors, tout d'abord, il faut un petit peu définir ce qui est normal. C'est vrai qu'on parle parfois de grossesse physiologique ou pathologique. Une grossesse normale, c'est une grossesse généralement qui n'est pas associée à une maladie que la femme pourrait déjà avoir avant ou alors qu'elle pourrait développer pendant la grossesse. D'accord? Donc, une grossesse normale, c'est une grossesse qui dure entre 37 semaines et 42 semaines d'aménorrhée, donc depuis les dernières règles jusqu'à la naissance de l'enfant. C'est une grossesse qui n'est pas associée, comme je l'ai dit avant, à une maladie et puis qui n'est pas associée non plus à une malformation fœtale. Donc, j'ai vu ce que tu dis, la grossesse, c'est pas une maladie. Alors, une grossesse, On peut avoir une maladie, tout à mais fait. la grossesse, c'est pas une La maladie. grossesse, c'est pas une maladie. Mais il existe, c'est vrai, des complications et des maladies développées chez la femme qui sont dues à la grossesse. Attention. Donc, ça peut arriver. Mais la femme enceinte n'est pas malade. C'est bien de le préciser. Tout à fait. De manière concrète, ça veut dire combien de rendez-vous, combien d'échographies, qui c'est que je vois? Alors, j'aimerais commencer par dire que c'est très important de s'informer, de ne pas surmédicaliser une grossesse qui est normale, qui est physiologique. Évidemment, pour le diagnostiquer ou pour le savoir, il faut démarrer. Alors, usuellement, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test de grossesse, on découvre qu'on est enceinte, on va s'adresser à un gynécologue qui va confirmer la grossesse et puis qui va faire toute une série d'examens sanguins pour s'assurer que le groupe sanguin de la mère ou que les sérologies de la mère soient compatibles avec cette grossesse. Et il va agender aussi généralement des consultations toutes les 4 à 5 semaines qui vont inclure des échographies qui sont importantes et un suivi de la grossesse. Ça, évidemment, pour une grossesse physiologique normale, comme on en a parlé, ça peut être fait par une sage-femme également. En Suisse, on a vraiment ce choix. Ça veut dire que la sage-femme, elle va aussi, évidemment, faire des analyses de sang. Elle va aussi adresser la patiente dans un centre d'échographie ou chez un spécialiste d'échographie, mais elle va faire le reste de l'accompagnement ou à domicile ou dans son cabinet de surveillance de la grossesse et de l'évolution de cette grossesse. Alors, on n'est pas malade, mais on voit quand même que c'est une grossesse, c'est très surveillé. Il faut savoir que la grossesse et l'accouchement, si on regarde dans le monde entier, c'est la première cause de mortalité chez la femme et le nouveau-né. Ah. Pourquoi? Ben évidemment, on vit dans une société où on a accès à l'eau courante, où on a certaines règles d'hygiène, mais il faut savoir que c'est un moment critique. Les femmes accouchent depuis la nuit des temps, évidemment, mais les femmes mouraient aussi à cette époque-là, les nouveau-nés également. Donc, c'est important d'avoir cette balance et cet équilibre, et c'est le grand défi entre un suivi qui ne soit pas trop chargé, qui soit adapté, et l'évolution et suivre une évolution naturelle de cette grossesse. Donc, on recommande, c'est combien d'échographies au cours des 9 mois? Alors, la Société suisse de gynécologie et obstétrique, elle recommande 2 échographies qui sont dites obligatoires et éventuellement une 3e. D'accord? Ah oui, Donc, par exemple, les assurances, elles remboursent que 2 échographies officielles. Il faut savoir que dans la pratique, pratiquement à tous les rendez-vous de gynécologue, il y a une sonde échographique qui est sortie, ce qui pose problème. On reviendra là-dessus un petit peu, puisqu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'effets des ondes échographiques sur la grossesse, et que parfois, il n'y a plus de contact avec la femme, ni on n'observe plus le ventre. On utilise la machine pour répondre à toutes les questions. Mais ces échographies, quand elles sont faites, elles recherchent quelque chose en particulier. La première est du premier trimestre, donc 12-13 semaines de grossesse. Elle va dater la grossesse
pour être sûr que ce qu'on pensait être le terme de la grossesse corresponde à la taille du fœtus, du bébé, qui, on s'est rendu compte, ils ont tous plus ou moins la même taille à ce moment-là. C'est ça qui est très intéressant. Après, ça va changer un petit peu en fonction des ethnies, de l'alimentation, d'un petit peu du style de vie qu'on a. Mais souvent, on s'est rendu compte entre 12 semaines et 13 semaines, tous les bébés ont la même taille. Ça permet de dater à plus ou moins 4-5 jours de différence. Donc, cette première échographie, elle est essentielle pour ça. Et puis, elle est aussi essentielle dans le dépistage de certaines malformations qui sont importantes. D'accord ? Oui, on parle de trisomie 21. Tout à fait, trisomie 21 ou d'autres types de trisomie, ou problème au niveau de la colonne vertébrale, ça s'appelle spina bifida, peut-être vous avez entendu. Oui. Donc, et la deuxième échographie qu'on fera, qui est très importante, c'est la fameuse échographie de morphologie, qu'on fait autour de 20 semaines. 20 semaines, c'est la moitié. Hein. Si on a dit avant que la grossesse durait environ 40 semaines, on est à la moitié. Et là, on se rend compte que tous les systèmes du bébé sont terminés. Ils ne sont pas encore mûrs, mais on peut déjà... Il est formé. Il est formé. À 20 semaines, ça y est. À 20 semaines, il est formé. Il est même formé avant, en fait. D'accord. Il n'est pas mûr, évidemment, pour naître. Il a encore besoin de prendre du poids. Il a besoin de développer certaines choses. Mais on peut déjà se rendre compte qu'il y a 4 cavités cardiaques, les reins, la vessie, le système génital, compter les orteils, regarder le dos, regarder la face. Donc, c'est vraiment une échographie généralement qui dure longtemps, hein, puisque c'est quelque chose de très systématique et qui va donner une image assez réelle de la bonne santé de l'enfant, de la bonne santé de la grossesse. On regardera où est le placenta, s'il y a assez de liquide. Toutes des choses qui posent un cadre et qui vont dire, OK, là, on est bon, c'est physiologique, il n'y a pas de signal d'alerte, on peut continuer sans forcément faire une 3e échographie. Ou alors, il y a un signal d'alerte quelconque et ça va justifier qu'on fasse des échographies plus approfondies. Attention, encore une fois, hein, je ne parle pas d'un contrôle de grossesse où il y a un petit coup d'échographie sur le ventre. Je parle d'une échographie qui recherche quelque chose. À ce moment-là, ça va le justifier, en fait, et on le fera selon la condition, toutes les 2 semaines ou toutes les 4 semaines. Donc ça, c'est l'échographie de 20 semaines, tout à fait, du 2e trimestre, en gros. Oui. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quand même le premier trimestre qui est le plus délicat. Une fois qu'on a passé le premier trimestre, on dirait que les femmes sont plus rassurées. D'ailleurs, très souvent en Europe, c'est cette coutume d'attendre les 3 mois de grossesse avant d'annoncer sa grossesse. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le premier trimestre, il est plus délicat et après, on est quand même on peut souffler un petit peu? Alors, la grossesse en soi, c'est très complexe. Par trimestre, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ce premier trimestre, il est compliqué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est ce qui est caché. Ça veut dire qu'on sait, on a une bonne nouvelle ou pas. Après, ça dépend des situations, bien sûr. Mais on n'a pas forcément envie de la partager avec le reste, mais on a déjà les effets de cette grossesse. Ça veut dire qu'on est fatigué, on peut être nauséeuse, on peut être inquiet, on peut avoir peur, si on a déjà perdu une grossesse auparavant, de la perdre à nouveau, puisqu'on sait que c'est un trimestre où il y a un taux de fausse couche qui est très élevé, qui dépasse les 40%. Hein, donc, c'est énorme comme pourcentage. Presque 1 sur 2. Presque 1 sur 2, tout à fait. Donc, c'est vrai que quand on est déjà passé par là, qu'on a déjà vécu un drame, c'est difficile d'attendre que ce premier trimestre passe. Il faut savoir aussi que le fait de le cacher ne nous permet pas toujours de pouvoir vivre le drame, s'il arrive, de façon ouverte ou de façon sereine, parce que personne ne savait. Bien sûr. Et ça, c'est pour ça que ça change, les choses changent. Les femmes parlent de plus en plus de leur fausse couche ou de leur parcours de maman, de leur parcours obstétrical. Hein. Oui, c'est intéressant parce que même sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de femmes qui s'ouvrent et qui parlent de ça ouvertement, de leur récit d'accouchement, de perdre des enfants, de leur fausse couche. On en parle de plus en plus. Oui, vraiment. Il y a de plus en plus une image vraie et crue de la maternité qui a envie d'être partagée, qu'on a besoin de partager. Donc, d'un côté, on va chez notre gynécologue obstétricien ou chez la sage-femme pour faire son suivi. D'un autre côté, la femme, est-ce qu'elle peut elle-même prendre des précautions pour faciliter sa grossesse, faire en sorte de prendre soin de sa grossesse, en fait? Alors, bien sûr, c'est vrai que la grossesse est un événement de la vie. Tout ce qui favorise, en fait, la santé est un avantage. Quand une femme prévoit, si elle anticipe, hein, certaines personnes sont très organisées et anticipent vraiment la venue d'un enfant, et c'est vrai qu'une des premières choses qu'on peut conseiller, c'est de prendre, par exemple, de l'acide folique, qui fait très peu partie de notre alimentation, qu'on retrouve dans peu de choses,
et qui est important pour le développement du fœtus dès la conception. On va encourager la femme aussi, évidemment, à avoir une diète équilibrée, avoir un apport de vitamines, et ce sera complété si nécessaire. On parle beaucoup du fer aussi. Il faut savoir que dans le premier trimestre, le volume sanguin de la femme déjà augmente d'1 tiers. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que notre corps se met dans une surproduction, et ça va mobiliser notre stock de fer. Hein. On a notre hémoglobine où il y a du fer qui circule, puis on a quelque part où il y a un stock, c'est la ferritine. Et si déjà on part avec un stock inférieur, évidemment que ça va être difficile de tenir les 9 mois sans avoir des symptômes qui peuvent être vraiment difficiles à vivre. Donc, évidemment que là, on parle d'alimentation, de suppléments en termes de vitamines, oligo-éléments. On encourage aussi, alors évidemment, les femmes qui sont fumeuses à réduire ou à arrêter idéalement le tabac. On sait que c'est un grand facteur de risque, de stress par exemple, de diminuer une addiction. Mais c'est important, si on prévoit d'avoir cette famille, de pouvoir la planifier, peut-être de la diminuer de façon de se faire aider en tout cas. Ça, c'est très important parce qu'on sait que le tabac a vraiment un effet sur le développement du nouveau-né. Pareil pour l'alcool, pareil pour tout ce qui est comportement de vie. On va encourager les femmes aussi à bouger, à faire une activité physique, pas être sédentaire. Donc ça, c'est recommandé, parce que des fois, on a peur, surtout le premier trimestre, est-ce que si je bouge trop, est-ce que ça va pas s'accrocher ou quelque chose comme ça? On a peur, c'est vrai. Mais ça dépend toujours à quel niveau on fait du sport, d'accord? Et quel type de sport. Si c'est des choses qui sont violentes ou qui sont avec des mouvements brusques, ou c'est quelque chose qui est vraiment plutôt doux et qui permet une oxygénation, un mouvement du corps, la sédentarité, le fait de ne pas bouger, hein, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas idéal pour une grossesse, à tous les trimestres de la vie, de la grossesse. Toute cette grossesse qu'on va vivre avec son conjoint, qui va durer normalement 9 mois, c'est pour se préparer à accoucher. Tout à fait. Il y a plusieurs types d'accouchements. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bien sûr, il y a plusieurs types d'accouchements et j'ai envie de dire, j'aurais spontanément envie de vous dire, on ne choisit pas sa façon d'accoucher. On ne devrait pas choisir. Pourquoi? Parce que l'accouchement, c'est un processus, c'est un chemin, d'accord? Un chemin dans lequel on peut être plus ou moins bien accompagné, ce qui parfois va définir comment on va accoucher, mais c'est aussi, il y a parfois en fait la peur et l'angoisse de ce qui vient parasiter un tout petit peu. Ouais, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, c'est vrai. Et puis souvent, c'est synonyme de douleur, souvent. C'est vrai, mais souvent on en fait une montagne pour quelques heures dans la vie d'une femme. Attention, je suis pas en train de minimiser parce que je sais que c'est quelque chose qui est fondamental en fait dans la vision. Ça touche à notre corps aussi, ça touche à notre sexualité aussi, évidemment, s'il y a des effets, des conséquences de l'accouchement. Donc évidemment, c'est quelque chose de très profond. Mais c'est important d'avoir confiance. La première chose, c'est la confiance. Et puis, le fait d'avoir un suivi, d'être accompagné pendant notre grossesse, c'est aussi une façon de prendre un petit peu les choses, prendre possession de cette grossesse, de ne pas être complètement à la merci des contrôles, à la merci de ce qu'on nous dit, à la merci des récits des autres femmes, mais c'est de décider de vivre quelque chose soi-même. Parfois, les femmes entraide, elles sont dures. Elles ont besoin, peut-être parce que c'est un manque chez elles, mais elles ont besoin de raconter le spectaculaire ou le côté horrible des choses, au lieu de s'encourager et s'accompagner les unes les autres dans des belles choses aussi. Et c'est vrai qu'il y a des situations dans la grossesse, suivant ce qu'on vit, on a parlé des complications de grossesse, hein, il peut y avoir des situations de grossesse qui font qu'on va encourager, qu'on va proposer une césarienne. J'ai envie de dire, mon premier conseil, informez-vous, demandez pourquoi, essayez de savoir pourquoi, qu'est-ce qui est le mieux pour votre enfant et pour vous. On a plutôt tendance peut-être à se laisser guider parce que c'est le médecin qui le dit, mais on a le droit de poser des questions. Mais bien sûr. Et on a le droit de dire non? On a le droit de dire non, bien sûr. D'accord. On a le droit de dire non. Maintenant, si les choses, elles sont bien exposées, si c'est justifié, si c'est expliqué, je dis toujours à mes patientes, on n'a pas besoin d'avoir fait des études de médecine ou de sage-femme pour comprendre certains principes de base. Et ça, c'est vraiment la vision qu'on a de la grossesse qui, à mon avis, a besoin de lâcher certaines choses. Je pense qu'on a la chance de vivre en 2021 et d'avoir accès à la médecine,
d'avoir accès à la médecine d'urgence aussi pour les femmes. Mais c'est vrai que c'est important que cette médecine, elle ne prenne pas le dessus sur quelque chose de physiologique qui est la grossesse et l'accouchement. Pourquoi? Parce que ça aura des conséquences par la suite aussi sur notre corps, sur notre enfant, sur le lien qu'on peut avoir avec notre enfant. Et donc, ce que j'ai envie de dire, s'investir dans ce choix, poser des questions, comprendre pourquoi on nous propose par exemple une césarienne dans une certaine... et il y a vraiment des raisons qui font qu'une césarienne est essentielle. Je ne connais aucune femme qui va refuser, ou vraiment peut-être quelques cas exceptionnels, mais qui va refuser une césarienne si elle sait que c'est pour son bien à elle ou le bien de son enfant. D'où l'importance de prendre le temps. Une femme convaincue, ça sera la meilleure partenaire dans ce processus. On parle beaucoup de projet de naissance. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce projet de naissance? Qu'est-ce qu'on a le droit de choisir? Alors, un projet de naissance, c'est très intéressant parce qu'un projet de naissance, c'est pour nous d'abord. Parfois, on ne connaît pas du tout le domaine de l'obstétrique. Bien sûr. Je suis enceinte, mais voilà, je suis enceinte. Et on rentre dans un monde complètement nouveau. Faire un projet de naissance, ça veut déjà dire prendre du temps de penser comment est-ce que j'aimerais vivre les choses. Un projet de naissance, comme je dis, c'est un projet, c'est un idéal. Souvent, j'encourage les femmes et les couples qui font un projet de naissance à commencer dans la mesure du possible. Pourquoi? Parce qu'évidemment qu'il y a toute une part qu'on ne maîtrise pas dans l'accouchement, et puis et dans les suites de couches, dans le postpartum, parce qu'un projet de naissance, il concerne les quelques heures de l'accouchement, mais aussi les jours qui suivent. Et c'est vrai que c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui est important pour moi? Oui, j'aimerais évidemment que mon partenaire puisse être auprès de moi, qu'il puisse être mon porte-parole quand je suis en train de maîtriser les contractions. J'aimerais pouvoir choisir de la musique que j'ai préparée, qui me parle et qui nous parle à nous. J'aimerais pouvoir bouger le plus possible et être vraiment active, puisque je sais que c'est quelque chose d'important dans le processus de descente de l'enfant et de la dilatation. J'aimerais pouvoir éviter d'avoir trop de monde, garder un certain calme dans cette salle d'accouchement. J'aimerais qu'on m'explique à chaque fois qu'on me fait un examen, qu'on m'explique pourquoi on le fait et quels sont les résultats. Et pas simplement qu'on vienne me dire « tout va bien ». J'aimerais, voilà, toutes ces choses, ce n'est pas des choses qui ne sont pas raisonnables, c'est des choses très raisonnables en fait, qui nous permettent d'être toujours acteurs de ce qui nous arrive. Et puis, je dirais que le point de la communication et de l'explication, il est essentiel. Plus on décide, plus on est pris par une prise en charge hospitalière et qu'on a des complications, plus c'est important qu'on nous explique les choses et que nous infantilise pas. On va devenir parents, on est des adultes. On a besoin d'avoir une conversation d'adulte à un adulte et pas d'être rassuré en disant vous inquiétez pas, parce que souvent les drames et les vécus difficiles, ils sont liés à ça. On est passé de tout va bien à tout va mal. Toi, tu es sage-femme indépendante, Oui. donc tu vas chez les femmes, tu vas les aider à accoucher. Oui. Donc toi, c'est peut-être plus simple quand on est chez soi de faire respecter son projet de naissance. Tous les hôpitaux sont aptes, entre guillemets, à écouter les projets de naissance qui sont formulés? Non, malheureusement pas. C'est vrai que de plus en plus, les femmes se positionnent et ont un projet de naissance. Donc, tous les hôpitaux vont voir les femmes précédemment, en tout cas avant l'accouchement, idéalement, et vont recevoir un projet de naissance. Maintenant, certains hôpitaux, en Suisse, en tout cas, c'est le cas clairement, certains hôpitaux vont vraiment proposer un accompagnement qui est vraiment déjà dans cette optique de mouvement, d'anesthésie ou de moyens contre la douleur qui sont alternatifs, qui vont proposer vraiment un silence, un cocon dans cette salle d'accouchement et qui vont déjà avoir ce souci de. Et puis d'autres établissements qui vont travailler de façon plus traditionnelle, où la femme est que prise en charge et ne vient pas avec des demandes. Donc, elle peut toujours négocier des choses, elle peut toujours proposer des choses, mais ce ne sera pas toujours accueilli et il n'y aura pas forcément la même réceptivité dans l'hôpital de son choix. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un certain tourisme hospitalier, clairement, en dehors du choix d'une maison de naissance ou d'un accouchement à domicile. Ça veut dire que certaines femmes vont dans un hôpital spécifique et feront les kilomètres nécessaires pour le faire. Bien sûr.
Tu parlais de maison de naissance, tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est? Alors, une maison de naissance, c'est un endroit qui est géré par des sages-femmes, où il n'y a que des sages-femmes, et qui est un lieu d'accouchement, mais qui n'est pas chez les patients, qui n'est pas à l'hôpital, qui doit se situer environ 20 minutes du centre hospitalier le plus proche, et qui va offrir un lieu, un espace avec des moyens d'aide, mais sans aspect médical pour l'accouchement. D'accord. Donc là, on a vu tout le côté justement un peu médical Mhm. de la chose. Il y a l'autre partie qu'on aime bien aussi quand on est enceinte, aller acheter les petits vêtements pour le Tout bébé, à fait. préparer la chambre. Sauf qu'on est inondé de propositions pour acheter des choses pour tout et n'importe quoi, on a un peu l'impression. Alors, est-ce que tu peux faire un petit peu le point sur ce qui est vraiment utile à acheter pour l'arrivée d'un bébé? Alors, je vais y revenir de façon très précise. J'aimerais juste partager un petit peu, parfois un souci qu'on a, nous, sages-femmes, quand on va à domicile, c'est l'argent qui est dépensé pour des choses. Et pas pour... je vais y revenir peut-être plus spécifiquement. C'est-à-dire que on pense que pour bien recevoir un enfant, il faut avoir beaucoup de choses. Et on oublie d'être avec son enfant. Et donc, on va tout prévoir pour poser cet enfant, mais on va avoir de la peine à accepter que cet enfant ne veuille pas être posé et veut être dans nos bras. Et c'est tout un processus. Et ce processus, j'ai envie de dire, quand on me demande quoi acheter, j'ai envie de dire, vous avez le temps. Attendez que votre bébé soit là. Votre bébé, il a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'habits. Ça, c'est nous qui voulons mettre des habits à nos enfants. Il n'a même pas besoin de couches, mais bon, c'est plus pratique, on en convient. Il a besoin de manger, d'avoir chaud et surtout d'être porté ou d'être rassuré, d'être touché. Les sens les plus importants chez un nouveau-né, c'est l'odorat et c'est le toucher un peu l'ouïe, le goût, le lait, c'est ce qu'il va préférer de toute façon, donc il n'y a pas vraiment d'alternative. Et puis la vue, c'est très, très peu développé. Donc, ça montre bien un petit peu quel est le corps ou le cœur un petit peu d'un besoin de nouveau-né. L'odeur, il a besoin de sentir la peau de maman, de sentir la peau de papa. Il a besoin d'être touché, faire du peau à peau. Ça va en fait équilibrer sa température, ça va calmer son rythme cardiaque, ça va vraiment... Le fait d'avoir cette transition et de beaucoup porter son bébé au départ, ça va permettre après, petit à petit, de le faire naître à nouveau. C'est très intéressant parce que j'ai quand même l'impression que de nos jours, c'est un peu la course à l'indépendance. À peine le bébé sorti du ventre, il faut que le bébé il soit indépendant, qu'il sache être loin de sa maman, c'est comme ça qu'on vérifie si l'enfant il est bien. Et toi, tu nous dis le contraire. Il faut le porter, il faut l'avoir contre soi, il ne faut pas hésiter. Donc, on déculpabilise, on porte son enfant et on n'écoute pas les gens qui nous disent « Ah, tu le portes trop. » Tout à fait. Et ça concerne le portage comme l'allaitement ou le fait de nourrir, comme on dit. Hein. Vous le nourrissez encore. On attend d'un nouveau-né beaucoup, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'il fasse ses nuits. C'est une des premières questions qu'on a tendance à poser. Alors, il fait déjà ses nuits. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible, en fait. Parce qu'un nouveau-né, il n'est pas censé faire... Déjà, il n'a pas une notion de nuit et de jour. Ouais. C'est une notion qui, au niveau vraiment cérébral et maturité neuronale, n'arrive que vers 6 mois. Alors oui, certains bébés font leur nuit tout de suite, comme on dit. Mais un nouveau-né, il a une capacité d'estomac qui est réduite. Il est censé, idéalement, ça c'est ce que la physiologie veut, téter le sein de sa mère, même si évidemment, il y a d'autres façons de le nourrir. Mais ça veut dire que c'est vraiment, il a besoin toutes les 3 à 4 heures ou 2 à 3 heures, dans un premier temps, de téter. Et donc, il va se réveiller pour téter. Et parfois, il va se réveiller plus la nuit, et puis il va se reposer le jour. Parce qu'il y a ce silence aussi la nuit. Dans le ventre de sa mère, il y avait toujours du bruit. Toujours le cœur de sa maman, toujours la digestion, le bruit du liquide. Il y avait vraiment toujours cette chaleur constante, cet entourage autour de lui. Il était vraiment toujours, en fait, sécurisé. Et tout d'un coup, on est dans le vide. Et on aimerait qu'il dorme tout seul dans le noir, dans le silence. Et c'est absurde. C'est absurde. Donc, c'est vraiment un processus. Ne vous inquiétez pas. Quand à 15 ans, vous voudrez lui donner un bisou puis qu'il ne voudra pas, vous regretterez de ne pas avoir profité des quelques premiers mois de sa vie. Donc, pour revenir à la question, ça c'est vrai. Il y a quand même des choses qu'il faut acheter quand même avant de... Oui, alors on va y revenir. Ouais. Il y a des choses qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on a envie d'acheter? Alors, c'est vrai qu'on conseille, l'OMS le conseille, les sages-femmes le conseilleront toutes, de dormir avec son bébé dans la chambre. Il existe des petits lits qui s'appellent des cododos, des petits paniers ou des
Et vraiment un endroit pas trop grand, idéalement. Après, il n'y a pas forcément besoin d'investir dans 2 choses, mais qui puisse, avoir sa place dans la chambre des parents. Ça, Mais c'est la ça première chose. aussi, c'est quelque chose qui est pas Alors forcément une idée courante qu'on entend. On dit plutôt, faut qu'il voilà, dans sa chambre et il dort pas dans sa chambre, il dort encore avec toi. alors ça prend du temps, ça prend du temps. Bah, c'est la Après, même chose ça que prend exactement, ça prendra le plus ou moins le temps selon la dynamique de la famille, la dynamique du couple. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie? C'est très important de vivre ses envies aussi. On n'a pas 30 enfants dans sa vie. Des fois, on en a 1, des fois, on en a 2, des fois, on en a 3, des fois, on a la chance d'en avoir plus. Mais c'est des moments, c'est des petits moments de notre vie. Et c'est parfois ce qui aide, mettre en perspective. C'est quelques heures, c'est quelques Oui. semaines, c'est quelques mois. Oui, ça c'est vrai. J'ai reçu un très très bon conseil quand je suis tombée enceinte. On m'a dit tout n'est que phase, ça Tout à passe. fait. Ça Donc, passe. Exactement. profite ou au contraire accroche-toi, mais Exactement. ça va passer. Exactement. Donc il faut le petit. Donc, le petit je pense qu'il faut prévoir un système pour que l'enfant dorme dans la chambre des parents, ça c'est idéal. Après, il y a tout ce qu'on appelle les couches, hein. Il y a plusieurs choix, évidemment. En Suisse, on sent de façon très forte une envie de développer vraiment tout ce qui est lavable. On sait qu'au niveau financier, c'est très intéressant. Au niveau écologique aussi, bien sûr. Vous verrez que les sacs de couches, ça remplit les poubelles vraiment beaucoup. Donc après, il y a tout ce qui est couches jetables bio ou pas bio. Et puis après, il y a les couches lavables qui sont où il y a plusieurs systèmes. Il y a le système italien, le système français, il y a le système allemand. Alors c'est très drôle, il y a vraiment une gamme. C'est pareil pour tout ce qui est lingette pour nettoyer les fesses du bébé. De plus en plus, on encourage les mamans ou à utiliser du lavable ou alors vraiment à utiliser des lingettes sèches et juste de l'eau tiède. Éviter tous les produits qui ont beaucoup de parfums, qui sont très forts. On conseillera pareil aux mamans d'éviter de mettre du parfum pour que ce soit pas trop fort pour le bébé. Donc, éviter tout ce qui peut être agressif pour la peau du bébé. Ça, c'est idéal. Et puis voilà. Puis après, en termes d'habits, il y a plusieurs choix. On peut décider de tout acheter neuf. Moi, je le déconseille. Un nouveau-né, enfin, achetez 1 ou 2 choses pour vous faire plaisir, Bien parce que sûr. peut-être ça fait partie de ça, mais profitez, récupérez des habits à droite, à gauche. Un nouveau-né, ça dure 2-3 semaines. Après, il grandit déjà. Et on l'aura peut-être mis 1 fois ou 2 fois, cette petite ensemble qu'on a tellement aimé. Et puis, partagez les choses. Je pense que c'est super de pouvoir Bien sûr. s'aider aussi les uns les autres comme ça, quel que soit notre niveau financier. Ça n'a rien à voir. Dernière question. Si des femmes enceintes nous regardent, des couples qui attendent un enfant nous regardent, à partir de quand il faut contacter une sage-femme? Alors, évidemment que ça va dépendre un tout petit peu du type de suivi qu'on a envie. Mais si on parle d'un suivi standard, généralement, et qu'on veut commencer des cours de préparation à la naissance, donc généralement, alors après, on fonctionne toutes différemment, je dirais vers 25, 28 semaines de grossesse. D'accord? À ce moment-là, c'est le bon moment pour contacter une sage-femme. Et puis, pour faire des cours de préparation à la naissance avec elle, donc la voir plusieurs fois, ou en groupe ou en privé. Ou alors, en tout cas, pour la voir 1 fois avant qu'elle vienne à la maison vous suivre pour le postpartum. Donc, en tout cas, les assurances encouragent cette consultation-là. Il faut savoir que tout ce qui est prestation de maternité est remboursé à 100% par les assurances maladie. Et cette consultation sage-femme qui est prénatale également. Donc, une consultation sage-femme plus un cours de préparation à la naissance d'une valeur de 150 francs. Après, tout le reste est à la charge des parents. Mais c'est intéressant de voir que tout ça, ça fait partie des prestations de base de l'assurance maladie. Et puis, le suivi de la sage-femme par la suite aussi. D'accord. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces informations. Avec plaisir. Très intéressantes, qu'on apprend plein de choses. Si vous êtes actuellement enceinte, on espère que ça vous a aidé un petit peu à dédramatiser, à vous sentir plus à l'aise. Vous n'êtes pas malade, tout va bien. Au contraire, profitez pleinement avec votre conjoint. On vous souhaite une très belle grossesse. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.